Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous une thèse de littérature française intitulée Les politesses du seuil, études littéraires et répertoire bibliographique des pièces liminaires dédiées à l'auteur dans les recueils poétiques en France de 1598 à 1630. Graphe social des amitiés poétiques. Je tiens, avant tout, à remercier Patrick Dandré d'avoir accepté de diriger ce travail, de m'avoir encouragé sur la voie que je m'étais donnée, en me prodiguant ses conseils, en trouvant les mots justes pour me donner la force de poursuivre et d'achever, de surmonter les moments de doute. Je remercie les membres du jury d'avoir consacré leur temps à la lecture de cette étude et d'être présents aujourd'hui. Je voudrais adresser aussi mes remerciements aux responsables administratifs de Sorbonne Université et de l'école doctorale 3, Mesdames Younsi, Hachem, Sabri et Monsieur Chic. Je me souviens du jour où, en consultant quelques recueils poétiques du XVIIe siècle numérisés par la BNF et accessibles sur Gallica, j'ai posé un regard neuf sur les pièces liminaires qu'ils comportaient. J'ai porté mon attention sur les poèmes d'éloges amicaux, dont je connaissais l'existence, mais sur lesquels je ne m'étais jamais vraiment attardé. En parcourant plusieurs éditions, en remarquant qu'ils apparaissent de manière fréquente, je me suis pris d'un intérêt particulier pour ce sujet. J'étais désireux d'en savoir plus et me poser des questions simples. Quoi, comment, qui, pourquoi ? En dressant une revue de la littérature, j'ai découvert que plusieurs articles y faisaient référence, souvent de grande qualité, mais qu'il n'existait pas d'études plus larges, à la différence des épîtres dédicatoires étudiées dans les années 1960 par Wolfgang Leiner. L'étude que je souhaitais lire, pour ma simple curiosité intellectuelle, n'existait pas. C'était une lacune, selon moi, qu'il serait intéressant de combler. Assez rapidement m'est apparue l'idée que ces poèmes liminaires reflétaient le réseau social public des amitiés poétiques et qu'il était peut-être possible de représenter ce réseau sous la forme numérique d'un graphe social. Je me suis alors lancé dans l'élaboration d'un prototype afin d'en tester l'idée. Celle-ci m'étant apparue concluante, j'ai décidé de poursuivre et d'approfondir ce volet numérique avec l'aide de mon ami informaticien Jean-Sébastien Coudray. Puis m'est venue l'idée d'inscrire ce projet de recherche personnel dans un cadre académique, afin de le faire partager et de le soumettre à l'examen critique de la communauté scientifique. J'ai contacté Patrick Dandré, qui avait dirigé mon mémoire de DEA, ainsi qu'un projet de thèse abandonné lors de mon arrivée à la BNF il y a de cela plus de 15 ans. Je lui ai présenté mon nouveau projet et lui ai demandé s'il accepterait de diriger mes recherches, ce qu'il a fait avec enthousiasme et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Ce projet de recherche, né d'une interrogation toute personnelle, s'inscrit donc dans un parcours universitaire au sein de Sorbonne Université, dans le prolongement de mon mémoire de maîtrise sur la rhétorique et la poétique d'Abraham de Vermeil, sous la direction d'Alain Genotio, avec qui j'ai découvert la poésie du 1er XVIIe siècle et que je remercie de sa présence parmi les membres du jury et en qualité de président du jury. Ce travail fait également suite à mon mémoire de DEA sur les fureurs poétiques, dirigé par Patrick Dandré. Mais il se nourrit également de mon expérience professionnelle en tant que conservateur des bibliothèques, de mon intérêt pour le signalement bibliographique, pour l'histoire du livre et pour le numérique. C'est Emmanuelle Bermès, ici présente en tant que membre du jury, qui m'a formé à la BNF aux enjeux et à la pratique des techniques documentaires numériques, et je lui en suis également très reconnaissant. La manière dont j'aborde la question des pièces liminaires dédiées à l'auteur s'explique par la diversité de ce parcours personnel. D'emblée, il m'est apparu qu'une étude conjuguant
la description bibliographique, l'histoire du livre, l'analyse littéraire, la sociologie historique et les humanités numériques pouvaient saisir ou approcher la signification globale de ces pièces liminaires selon l'expression d'Henri Lafay. Le pari de l'interdisciplinarité n'est pas sans risque et comporte ses limites. Il produit des frustrations, il engendre peut-être des déceptions, mais il est fécond et apporte des résultats. J'ai eu la chance de pouvoir présenter ce projet à différentes étapes de sa réalisation, d'abord dans un article publié dans la Revue d'histoire littéraire de la France en 2015, puis à l'Université de Genève en janvier 2016, dans le cadre d'une session d'échange entre le Bodmer Lab et le projet Fabula Numerica. Enfin, en octobre 2017, lors de la Fête de la Science, à l'invitation du collectif Doctoral. Pour en revenir à la première des interrogations, quoi ? Il m'a tout d'abord semblé indispensable de conférer une existence bibliographique à cet objet d'étude, car les bibliographies et les catalogues existants identifient de manière très inégale ces éléments du péritexte et ne suffisent pas à mesurer l'ampleur de la pratique des éloges liminaires. Je me suis donc lancé dans une tâche au long cours en consultant 213 éditions de recueils poétiques publiées entre 1598 et 1630, afin d'identifier, puis de répertorier les poèmes de louanges amicaux. Pour définir le corpus, je me suis appuyé sur le toujours précieux répertoire chronologique des éditions de textes littéraires à l'âge baroque de Roméo Warburg. Nous discuterons sans doute des choix que j'ai opérés pour constituer ce corpus, en particulier la délimitation chronologique. La plus grande partie des recueils que j'ai retenus sont conservés à la BNF, en particulier à la bibliothèque de l'Arsenal. Certains sont librement consultables sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. J'ai tâché d'être le plus complet possible et de proposer une manière de décrire ces poèmes, un modèle, sous la forme de la séquence suivante, forme normalisée du nom du laudateur, titre, forme du poème, incipit, signature et pagination, le cas échéant. Ces poèmes ne figurent pas toujours dans les premières pages du livre, même si c'est majoritairement le cas, mais parfois à la fin, ou bien au seuil des différentes parties du recueil, lorsque celui-ci réunit plusieurs œuvres de l'auteur. Il était donc nécessaire de parcourir l'ensemble de ces ouvrages afin d'être certain de n'en omettre aucun. La constitution du répertoire bibliographique, disponible sous forme imprimée, s'est appuyée sur la création d'une base de données comportant des informations utilisables à des fins statistiques, par exemple sur les formes poétiques employées ou sur la langue des poèmes, français, latin, grec, occitan, italien, espagnol. Cette base de données m'a également servi à établir les relations entre auteur et laudateur pour en donner une représentation sous la forme d'un graphe social, nous y reviendrons. Pour caractériser le poème d'éloge liminaire, il convient de le comparer aux autres composantes de l'appareil péritextuel, épître dédicatoire, préface, adresse de l'auteur à son livre, avis de l'imprimeur au lecteur, privilèges et approbations, afin d'en saisir toute la spécificité. Celle-ci consiste notamment en un espace de responsabilité partagée ou concurrente entre l'auteur, l'imprimeur libraire et le laudateur. Le poème d'éloge liminaire est un objet éditorial tout autant que littéraire qui nécessite donc de porter son attention à la matérialité du livre, à l'horizon d'attente de l'objet livre. Par ailleurs, il s'agit d'un discours métapoétique sous forme poétique, donc à certains égards autoréférentiel et réflexif. La question du comment renvoie au procédé d'écriture de l'éloge liminaire amical. Comment dresse-t-on le portrait élogieux du poète au début du XVIIe siècle? Peut-on déceler dans ses témoignages d'amitié et ses marques d'estime quelques traits personnels, quelques indications sur la personnalité de l'auteur ou celle du laudateur, sur les circonstances de leur rencontre, des moments partagés de leur vie?
La réponse à cette question est globalement négative. La nature rhétorique, conventionnelle de ces pièces encomiastiques laisse bien peu de place à l'expression des personalia. Cette écriture est fortement codifiée et repose sur un petit nombre de stratégies démonstratives, sur un espace topique parfaitement délimité et sur un style métaphorique et hyperbolique donnant corps au précepte de Quintilien « ornare et amplificare ». Les règles de ce sous-genre sont posées d'emblée. Il s'agit d'une écriture à contrainte, qui n'interdit pas mais stimule peut-être la liberté de création. Celle-ci s'exerce dans le choix de la forme poétique, dans l'art combinatoire des motifs et des images, dans le lexique employé, dans l'agencement des sonorités et dans le rythme du poème. Autant de marques distinctives faisant de chaque éloge une composition singulière. Si la matière est donnée, la manière est libre. C'est selon moi tout le charme de la poésie lyrique des règnes d'Henri IV et de Louis XIII. Pour bien la comprendre, il faut tâcher de reconstituer l'univers de référence culturelle qui était celui des hommes de lettres de cette époque. C'est pour cette raison que je me suis appuyé sur les traités de poétique et de rhétorique qui étaient en usage alors. Dans les louanges liminaires, le visage du poète, tel qu'il s'incarne parfois dans les portraits gravés, s'efface au profit d'une représentation idéalisée où les qualités littéraires se confondent avec les vertus morales. Un bon poète est un poète bon. Qui sont les laudateurs? Nous aurions pu penser, avant d'engager cette étude, qu'ils étaient surtout des anonymes, je veux dire des anonymes stricts, uniquement identifiés par les initiales de leur nom, et de ce fait connus et reconnus par les seuls intimes du poète. Cela est vrai dans une certaine mesure, mais un très grand nombre d'entre eux ont préféré se faire connaître des lecteurs en indiquant leur nom, mais aussi leur titre, leur qualité et leur gentilé. Ce ne sont donc plus des anonymes, mais des individus qui, sans acquérir de notoriété littéraire, ont laissé un nom et quelques vers, dont le destin restera attaché à l'œuvre de leur ami poète. Les auteurs possédant quelques renommées recourent volontiers à la congratulation réciproque, qui témoigne d'une communauté d'esprit, lorsqu'elle n'est pas révélatrice de liens d'affection plus personnels. Nous pensons au cercle des illustres bergers, en particulier à Guillaume Collet, le poète ami des poètes par excellence, ou bien à Nicolas Frénicle. Les Minoresses, quant à eux, font davantage appel à leur entourage familial, local ou professionnel. Le graphe social permet d'explorer cet espace de sociabilité littéraire. Alors je vais essayer de partager quelques minutes mon écran pour vous présenter très brièvement le graphe social. Nous faisons un essai. Voilà. Alors j'espère qu'il apparaît à l'écran. Oui, c'est bon. Merci. Il s'agit bien d'un réseau social public dans la mesure où les relations sont portées à la connaissance des lecteurs. Il est visualisable à l'URL thèse.acalon.fr. On peut y naviguer librement d'un cercle à l'autre ou bien saisir dans la barre de recherche le nom d'un auteur ou d'un laudateur afin de découvrir le ou les réseaux auxquels il appartient. Les auteurs de recueils sont figurés en rouge. Les laudateurs en bleu et ceux qui sont à la fois auteurs et laudateurs en jaune. Une double liaison indique la dédicace mutuelle de vers liminaires entre deux poètes, par exemple entre Guillaume Collet et Élie Poirier. Vous voyez qu'ici, Guillaume Collet, Élie Poirier, on voit une double relation. C'est également le cas entre Pierre Arquesson et André Mage de Fief-Melun, par exemple. L'algorithme informatique opère des rapprochements qu'il serait malaisé d'établir manuellement et facilite ainsi l'exploration de cet espace social.
Je mets fin au partage de l'écran. De plus, pour connaître qui compose des vers de louange au poète, il m'a semblé intéressant de recueillir les informations contenues dans le péritexte qui sont de nature à caractériser sociologiquement les laudateurs et à connaître leur positionnement social. Les poètes et leurs amis sont le plus souvent d'un rang social équivalent, à 3 exceptions près. Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, qui adresse des vers liminaires à son poète hétéroclite, Louis de Neuf-Germain. Marguerite de Valois, ex-reine de France, qui dédie un dizain à Vital de Diguier et un sonnet à Antoine de la Pujade. Et la princesse Anne de Rohan-Soubise, qui compose un sonnet pour Agrippa d'Aubigné. Quels que fussent leur rang et leur dignité, les laudateurs jouèrent le rôle de médiateurs entre d'une part les auteurs, qu'ils connaissaient personnellement, de manière plus ou moins intime, et d'autre part la communauté anonyme des lecteurs, appelés à devenir eux aussi les amis en pensée de l'auteur et des poètes. Il nous reste à répondre à la question pourquoi. Pourquoi tant d'éloges liminaires? À quelle fonction répondaient-ils? À quelle nécessité? Comment expliquer leur émergence et leur progressif abandon? La première explication réside dans leur fonction de marketing éditorial. Pour un poète en quête de renom, faire figurer au seuil de son recueil un sonnet de Ronsard ou de Desportes, quelques vers élogieux de Malherbe, contribuait assurément au bon accueil réservé à son œuvre. Ces louanges de prestige confortaient le lecteur dans son acte d'acquisition du livre. Elles étaient destinées à susciter la bienveillance du lecteur en remplissant ce que j'appelle une fonction de captatio benevolentiae déléguée à des tiers. Les poètes d'un même cercle, nous l'avons vu, s'adressaient mutuellement des pièces liminaires, en une forme de cautionnement réciproque, comparable à certains égards aux démonstrations de fidèle estime au sein de la Pléiade, ou plus tard à la camaraderie littéraire des romantiques. Mais cette première explication, celle de la reconnaissance par les pairs, est insuffisante à rendre compte de la pratique des éloges liminaires au début du XVIIe siècle. Anne d'Urfé put s'enorgueillir des vers de louange que Ronsard écrivit pour lui et qu'il emportait sur toute autre forme de recommandation. Mais alors, pourquoi choisit-il de publier également un poème amical de son secrétaire, du fils de celui-ci et de son pharmacien? L'amante, le cousin, le frère, sont-ils qualifiés pour attester de ses compétences littéraires? Sont-ils neutres ou objectifs? Nous voyons bien que l'enjeu est ailleurs. C'est pour cette raison qu'il est important d'évoquer la notion d'amitié au début du XVIIe siècle dans sa double acception intensive, celle de l'amitié-passion, illustrée par exemple par Montaigne et la Boétie, extensive, celle de la filia grecque, qui conditionne les rapports sociaux dans la cité et qui est gage de concorde civile. Le poète est présenté comme étant digne d'être lu, non pas seulement pour les qualités esthétiques supposées de son œuvre, mais pour sa capacité à être aimé, une valeur éthique. Selon moi, les pièces liminaires amicales sont le signe d'un désir collectif d'urbanité. Elles concourent à créer un espace de bienveillance, même si le péritexte peut être aussi un lieu de tension et de polémique. Après les déchirements des guerres de religion, avant les troubles politiques de la Fronde, le Parnasse poétique se rêve en lieu de paix des sentiments et de la pensée, s'idéalise en société d'union et de communion culturelle. L'urbanité, c'est la politesse du langage, de l'esprit et des manières, c'est l'amabilité et la douceur qui s'opposent à la rusticité des mœurs, à leur grossièreté ou leur violence. Ce sont peut-être des leçons toujours utiles aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre entière disposition, Madame et Messieurs les membres du jury,